OK. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Priya. J'utilise les pronoms elle/la et je suis une femme indienne avec des cheveux bruns et longs et je porte une chemise orange aujourd'hui. Je travaille sur la mobilisation des jeunes et la littératie environnementale ici à CCC et bienvenue à notre discussion sur le jour de la Terre appelée les émissions climatiques et la fonction publique, une discussion intergénérationnelle. Veuillez noter que nous organisons des séances en anglais et en français aujourd'hui et que nous aurons notre séance en anglais plus tard cet après-midi. Pour visionner la séance anglaise, rendez-vous sur la chaîne YouTube des Réseaux des jeunes fonctionnaires fédéraux où l'enregistrement sera mis en ligne dans les 24 heures. Alors, j'aimerais prendre un instant pour reconnaître que le territoire sur lequel je me trouve est le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, dont la présence dans ce qu'on appelle maintenant Ottawa remonte à des temps immémoriaux. Nos lieux de travail où nous vivons et où nous nous réunissons sont sur des terres traditionnelles des Premières Nations, des Inuits et des Métis qui ont résidé ici historiquement et le font encore aujourd'hui. Nous sommes tous responsables de ces relations à chaque jour. Et je vous encourage à en apprendre davantage sur le terrain sur lequel vous êtes en visitant le site web nativeland.ca. Et je vous encourage à partager d'où vous nous rejoignons dans le clavardage. Alors, je vous encourage tous de prendre le temps à reconnaître la terre sur laquelle vous vous trouvez et le lien est dans le chat maintenant pour vous. Au cours de la séance aujourd'hui, veuillez poser vos questions dans la langue de votre choix en utilisant le bouton questions et réponses. Vous pouvez voter pour les questions que vous aimez en cliquant sur le bouton le pouce vers le haut. Comme pour toutes les séances du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, cette séance sera enregistrée afin que vous puissiez revenir plus tard pour vérifier les enregistrements et les idées. Nous tenons également à souligner que les diapositives de chaque séance sont incluses sur la page wiki du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux afin que vous puissiez les suivre et les consulter plus tard. Toutes les ressources partagées aujourd'hui seront ajoutées à la page du wiki. Et le lien sera partagé dans le clavardage aussi pour cette page wiki. Avant de commencer, nous avons quelques questions rapides. Ce n'est pas un test, ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment juste pour commencer notre séance dans une façon plus interactive. Alors, notre première question, c'est: avez-vous déjà vécu l'anxiété climatique? Je vais attendre quelques instants pour voir quelques-unes de nos réponses. OK, on a un non pour maintenant. OK. Une oui. Une réponse de oui. Alors, c'est à 50-50% au moment. OK. 3 réponses oui, une réponse non au moment. OK. Alors, ça semble qu'il y a des gens qui ont ressenti de l'anxiété climatique déjà. J'espère que pour ceux qui ont déjà vécu ça, cette séance, ça pourrait vous aider. Et pour ceux peut-être qui n'ont pas vécu l'anxiété climatique, j'espère que cette séance vous aidera à comprendre un peu plus l'expérience des autres. Alors, on a une autre question. Cette question, c'est: avez-vous déjà parlé du changement climatique ou des émotions climatiques au travail? Je vois c'est presque 50-50, mais ça semble que 3 gens, ils ont discuté changement climatique au travail et 2 personnes non.
Intéressant. OK. Peut-être après notre séance aujourd'hui, vous allez avoir les outils nécessaires, peut-être, pour parler du changement climatique ou des émotions climatiques au travail. OK. Bon. Maintenant, nous allons partager un peu plus sur le sujet, juste pour donner plus d'informations sur ce sujet pour tout le monde. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé vos expériences. Maintenant que nous comprenons un peu d'où on vient, on pourrait commencer notre présentation. OK. Bon. Je peux m'introduire, alors. Prochaine diapo, s'il vous plaît. J'ai déjà introduit moi-même, mais je vais m'introduire un peu plus encore. Je suis Priya, je suis une analyste étudiante, je travaille pour ECCC et je suis aussi membre du réseau des jeunes national de CCC. Vous, Marissa? Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup, Priya, pour l'introduction. Je m'appelle Merida. J'utilise les pronoms elle et la. Je suis une femme blanche avec les cheveux bruns et une chemise bleue aujourd'hui. Et je suis coprésidente du Réseau national des jeunes de CCC. Et je suis hâte que vous nous joignez aujourd'hui. Alors, pour commencer, nous voulons partager un peu d'informations sur notre réseau et pourquoi les émotions climatiques sont importantes pour nous. Le mandat du Réseau national des jeunes de CCC, le RNJ, est de donner la parole aux jeunes générations d'employés de CCC qui n'ont pas toujours les mêmes possibilités, étant donné que nous occupons les postes plus juniors, mais nous avons beaucoup à apporter, de la remise en question du statu quo à la pensée créative et à l'expérimentation, à des visions audacieuses et de quoi pourrait rassembler l'avenir du Canada, de notre environnement et du ministère. L'anxiété climatique est l'un de nos nombreux domaines d'intérêt qui ont émergé pour les jeunes employés à ECCC et nous sommes excités de voir l'intérêt de toute la famille fédérale car le changement climatique nous touche tous. Nous avons également eu l'honneur d'être reconnus pour nos efforts lors de la soirée annuelle d'appréciation des champions du réseau des jeunes professionnels de la région de la capitale nationale l'automne dernier, avec le prix Lucky Bamboo qui reconnaît un réseau de jeunes professionnels qui a été constamment actif et qui s'efforce de repousser les limites. Alors, avant de commencer pour de vrai, nous voulons vous souligner que les émotions climatiques et l'anxiété climatique peuvent être des sujets sensibles pour beaucoup d'entre nous. Sachez que les employés de la fonction publique peuvent obtenir du soutien dans le cadre du programme d'aide aux employés quand vous en avez besoin. Et on va mettre le lien dans le chat, le clavardage pour ceci aussi. Alors, maintenant, nous pouvons plonger. Parlons de l'anxiété climatique. L'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour lutter contre les changements climatiques est d'en parler. Alors, nous sommes heureux de vous voir tous ici aujourd'hui. Les jeunes se soucient des changements climatiques, mais nous pouvons nous sentir découragés et impuissants sans avoir le pouvoir ni l'influence pour changer les choses, ce qui peut mener à l'anxiété climatique. L'anxiété climatique, également appelée l'éco-anxiété, peut être définie comme une détresse liée à la crise climatique et ça comprend les émotions telles que l'inquiétude, la peur, la tristesse, la colère, le chagrin, la culpabilité, l'espoir et beaucoup plus. Il s'agit d'un problème au Canada et les données sur l'écran montrent que 41% des Canadiens s'inquiètent par les changements climatiques. Nous voulons aussi noter que 2 fois plus de répondants se disent très inquiets que très optimistes. Bien que l'anxiété
écologique ou climatique soit une réponse psychologique normale à la crise climatique, le problème est que l'anxiété écologique conduit au désengagement de l'action climatique et à l'épuisement professionnel, empêchant ainsi la construction communautaire nécessaire pour faire face à la crise climatique. Pour les jeunes, le défi de la gestion des émotions climatiques est particulièrement aigu et ça affecte notre quotidien car nous avons vécu des périodes de crise toute notre vie. Pour moi, j'étais née en 1999, alors que la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère était déjà 368 parties par million, ce qui est au-dessus du niveau sécuritaire de 350 parties million, ce qui veut dire que je vis dans un temps de crise pour toute ma vie. Et c'est aussi inquiétant parce que notre bien-être futur dépend de l'action aujourd'hui. Et l'anxiété n'est pas la seule réponse émotionnelle au changement climatique. Nous avons inclus cette diapositive pour montrer qu'il y a toute une gamme d'émotions que vous pourriez ressentir à l'égard des changements climatiques. Alors prenez une minute pour réfléchir à celle qui parle de vos sentiments aujourd'hui. La perte, l'indignation, l'inspiration. Je vais tourner encore la parole à Priya à la partie suivante. Et tu es sur mute encore, Priya. Merci. L'éco-anxiété présente un risque croissant pour le bien-être des employés, ce qui entraîne un sentiment d'impuissance, une démotivation au travail et une perte de concentration. Il est particulièrement fréquent chez les employés qui travaillent sur les dossiers liés au climat à ECCC. Lorsque l'urgence de la crise ne se reflète pas dans le rythme de la réponse du gouvernement, mais c'est commun dans tous les ministères parce que nous vivons tous des impacts climatiques. Cela peut créer des risques pour la rétention des employés et les valeurs et l'éthique, en particulier lorsque rester à l'écart des discours publics sur les changements climatiques parfois ne semble pas être une option pour les jeunes qui considèrent ces questions comme existentielles. Les employés peuvent tirer profit de la prise en compte des causes d'anxiété écologique, par exemple en aidant les employés à prendre des mesures collectives pour l'environnement, parce que agir, c'est vraiment le meilleur antidote au désespoir. Les interventions qui adressent l'anxiété écologique et favorisent le bien-être en milieu du travail sont essentielles à la création d'une fonction publique fédérale réactive et de collectivités saines, car elles contribuent à établir l'empathie et la confiance au sein et au-delà du gouvernement. Alors, nous voulons mettre en lumière certaines façons dont le RNJ traite l'anxiété liée au climat à ECCC. Au cas où vous inspirez à entamer des conversations dans votre propre équipe ou à vous impliquer avec nous. Alors, par exemple, le sous-comité de l'anxiété climatique du Réseau national des jeunes organise des rencontres mensuelles appelées des cafés climat. Et c'est pour donner aux employés un espace informel et courageux pour discuter des préoccupations liées à l'anxiété climatique. Ces séances offrent un espace vital et sécuritaire pour que les gens puissent gérer leurs émotions, bâtir une communauté et partager des ressources et des solutions. Nous partageons régulièrement des ressources sur la littératie climatique aussi avec nos membres parce que l'amélioration des connaissances sur les changements climatiques et ses solutions, y compris la façon de prendre des mesures efficaces dans votre milieu de travail et vos collectivités, peut aider à atténuer l'anxiété liée au climat. Et puis finalement, l'année dernière, le Réseau national des jeunes a organisé 2 événements dans notre série de conférences sur les émissions et les solutions climatiques. Nous espérons organiser plus d'événements comme ceci, donner aux jeunes employés l'accès à l'éducation environnementale, promouvoir l'adaptation collective et démontrer que les actions qui font la différence peuvent aider à combattre l'anxiété climatique. Bon,
Maintenant que nous avons couvert la base des émotions climatiques, nous sommes prêts à plonger dans les discussions avec nos conférenciers. Mais juste avant ça, nous vous invitons donc à réfléchir à certaines de ces questions à l'écran. Alors, quelles émotions climatiques ressentez-vous aujourd'hui? Quel temps vous parle plus? Comment pourriez-vous amorcer des conversations sur les changements climatiques ou les émotions climatiques au travail? Alors, juste penser, réfléchir sur ces questions, mais maintenant nous allons plonger dans notre discussion. Alors, je suis très passionnée par des discussions intergénérationnelles et des émotions climatiques. Alors, je suis très heureuse d'animer la session aujourd'hui avec nos excellents panélistes. Alors, je commence par accueillir Jen Collette. Jen est la directrice générale de la politique horizontale, de l'engagement et de la coordination ici à ECCC. Ensuite, Klassen. Il est directeur général de la direction du développement durable, ici à ECC aussi. En prochaine, il y aura Zach Paquin-Dallaire. Zach est un conseiller en politique pour la direction générale de la politique stratégique et des affaires internationales. Et je termine avec Audrey Camonfort-Jobin, qui est une analyste politique dans la division de la justice environnementale et ACS+. Notre objectif aujourd'hui avec cette discussion est d'avoir un dialogue intergénérationnel entre les cadres supérieurs et les employés juniors, parce que nous vivons tous les émotions climatiques dans nos vies professionnelles et personnelles. Alors, nous avons demandé à chacun de nos invités de préparer une question pour nos collègues panélistes et nous répondrons aux questions du public vers la fin. Alors, je voudrais commencer par une question adressée à Jen. Alors, Jen, quelle stratégie employez-vous au quotidien pour réduire l'impact négatif de l'éco-anxiété ou l'anxiété climatique ou d'autres émotions négatives liées aux enjeux de la crise climatique? Alors, merci beaucoup, Priya et Miretta, d'avoir organisé la séance aujourd'hui. Comme Priya a mentionné, je m'appelle Jen Collette. J'utilise les pronoms elle, la. Je suis une Canadienne d'origine chinoise de deuxième génération et aujourd'hui, je porte une chemise bleu foncé. Merci encore une fois d'avoir organisé la session aujourd'hui. Je vais peut-être faire le recul un petit peu pour reconnaître que la question de l'éco-anxiété a émergé et s'est considérablement développée au cours des dernières années. C'est un sujet et un enjeu auquel mon équipe, parmi plusieurs d'autres, fait face au quotidien, étant vu que le focus de notre travail, c'est de travailler sur les politiques spécifiquement pour combattre le changement climatique. Alors, nous avons peut-être un certain niveau d'expérience dans ce domaine-là. Et au sein de l'ancienne direction des changements climatiques, on a bénéficié, en fin de compte, du leadership de nos employés prometteurs plus jeunes qui ont organisé à travers les dernières années plusieurs sessions spécifiques pour parler un petit peu à cette question et aux outils qui nous permettent d'y faire face. Alors, juste avant que je continue, j'aimerais juste donner un petit, bon, c'est quoi en français, un shout-out. J'aimerais reconnaître Brenna Cole, Melissa Nichols et Meginda Magandra-Thajan, qui ont vraiment amené leur leadership dans cet espace pour notre ministère. Et j'aimerais mentionner qu'elles ont été reconnues avec un prime au niveau de notre direction générale pour leur initiative à ce sujet. Je pense que premièrement, comme votre présentation a mentionné, il est essentiel de reconnaître que l'éco-anxiété est un phénomène réel et important. Et c'est important de penser ce qui relève de notre contrôle et ce qui ne relève pas de notre contrôle. Alors, souvent, l'anxiété, ça commence, ça se poursuit d'un sentiment qu'on ne peut rien faire.
Et l'important, c'est de reconnaître, OK, oui, il y a certainement des choses, des enjeux qui sont beaucoup à l'extérieur de notre contrôle direct, comme la géopolitique, comme les actions des autres nations. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire, que ce soit au sein de notre vie professionnelle ou personnelle, pour en prendre contrôle et de reconnaître que des fois, il va y avoir des actions que nous pouvons prendre au sein de notre travail, alors de manifester nos valeurs à travers notre travail, mais des fois, c'est également dans la vie personnelle, que ce soit une prise de contrôle sur le média que nous consommons à tous les jours, comment est-ce qu'on interprète l'information, qu'est-ce qu'on fait avec. Alors, où est-ce que nous trouvons les espaces sûrs pour être capable d'en parler, pour être capable de reconnaître que nous ne sommes pas seuls dans les sentiments que nous avons et comment est-ce qu'on peut prendre en compte non seulement les changements imprévus, les priorités changeantes, mais comment est-ce qu'on peut appuyer nos compétences, notre passion, nos connaissances pour être capable d'avoir un effet ou un impact sur les enjeux de façon significative. Je pense que on ne se rend pas compte toujours que des fois, des petites actions fondées sur nos valeurs peuvent restaurer un sens d'action et créer un élan vers un changement systémique. Alors, d'être capable d'en parler, de trouver nos collègues, de trouver un moyen d'exprimer nos valeurs, que ce soit des petites actions comme prendre le transport actif pour faire notre propre contribution à combattre les changements climatiques ou d'organiser des séances comme celui d'aujourd'hui pour être capable de élever les connaissances, la promotion de l'enjeu avec avec d'autres gens. Alors, ce que je dirais, c'est que vraiment, il y a plein de choses que nous pouvons faire, que ce soit immédiatement, directement au sein de notre petite cercle ou d'avoir un impact plus élargi. Et ça nous tombe tous d'en parler et de trouver les façons comment nous pouvons en parler, en prendre action et de reconnaître que nous sommes en train de prendre action. Je pourrais en parler depuis longtemps, mais ce que j'aimerais peut-être dire à la fin, c'est vraiment réduire l'anxiété. Ça a tendance à augmenter l'espoir. Il y a beaucoup de ressources qui sont maintenant disponibles. Oui, il faut admettre qu'une grande partie sont en anglais, mais également dans les deux langues officielles. Il y a beaucoup de ressources. Alors, vous n'étiez pas seul. L'éco-anxiété est valable et nous pouvons faire quelque chose. Ça nous tombe tous à trouver les façons et les espaces sûrs pour être capable de nous exprimer. Mais ça commence par le reconnaître et d'en parler. Alors, merci beaucoup pour l'occasion de venir aujourd'hui. Merci, Jen. Merci beaucoup pour votre réponse détaillée. On trouve beaucoup de similarités avec ce que vous avez dit, vos stratégies et aussi les stratégies qu'on utilise déjà avec les réseaux nationaux des jeunes. Alors, je suis très contente d'entendre votre perspective aujourd'hui. Je veux juste vérifier, est-ce que les autres panélistes, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à cette discussion? Non. Parfait. OK. Je vais continuer à ma prochaine question. Alors maintenant, j'ai une question pour nos jeunes professionnels, alors Zach et Audrey, et je vous demande comment favoriser un meilleur sens de l'initiative au niveau individuel et communautaire. Je peux me lancer, Audrey, si tu veux, puis après ça, je passe la parole si ça te convient. Donc, bonjour tout le monde, bonjour à tous, à toutes. Je m'appelle Zachary. Je suis conseiller en politique pour la Direction générale de la politique stratégique et des affaires internationales, ici Environnement et Changement climatique Canada. Donc, je suis un homme blanc, canadien et québécois.
J'utilise les pronoms il et lui. J'ai les cheveux et la barbe noire court et je porte des lunettes et un chandail bleu aujourd'hui. Donc, pour ce qui a trait à la question, c'est intéressant parce que je crois qu'il y a beaucoup de liens avec la réponse de Jen, justement, pour la question précédente. Donc, comment stimuler un peu l'initiative aussi quand parfois la cause semble, bon, pas nécessairement perdue d'avance, mais disons une montagne qui peut sembler difficile d'accès ou difficile d'approche. Puis pour moi, au cours des dernières années, ça a été une question d'appliquer des approches et des pratiques environnementales qui fonctionnent avec mon propre style de vie. Donc, pas non plus chercher à imposer ma vision ou mes comportements sur ceux qui m'entourent, d'en discuter quand il y a de l'intérêt avec des proches, amis, collègues, mais sans jamais qu'il y ait de jugement réciproque par rapport à de l'action ou de l'inaction environnementale, parce que c'est difficile parfois de compartimenter tous les enjeux liés à la crise climatique et pouvoir faire action sur ces derniers de façon individuelle. Oui, l'action individuelle est importante, mais quand c'est des problèmes systémiques et collectifs, il peut être difficile de voir comment notre impact a justement une influence sur les enjeux. Puis à travers tout ça, je pense que c'est aussi de faire attention à soi-même, faire attention à sa propre santé mentale, puis à ses propres limites. Parce que, soyons francs, les enjeux climatiques, ça peut être très lourd, ça peut être très démoralisant. Aussi, particulièrement quand on travaille dans un ministère dont le mandat est spécifiquement sur la résolution de ces enjeux-là. Et dans un contexte où on est, par devoir professionnel, exposé à des informations souvent difficiles à lire sur une base quotidienne. Donc, se donner l'espace pour respirer, ça va nous donner, je pense, l'énergie nécessaire pour continuer d'agir au niveau individuel et un peu stimuler peut-être un intérêt collectif pour adresser certains des enjeux climatiques, tout en étant important de reconnaître qu'on ne peut pas tout régler soi-même. Donc, recentrer un peu le discours sur ce qu'on peut influencer dans notre sphère personnelle, professionnelle, avec nos amis, collègues, etc., un peu comme Jen lui faisait écho. Donc, merci beaucoup pour la question. Je passe la parole maintenant à Audrey. Merci beaucoup, Zach. C'est très apprécié. J'accueille ton partage avec beaucoup de bienveillance. Même chose pour Jen. Je vous remercie. Je pense que le partage que je voulais mettre de l'avant fait écho un peu à ce que vous venez de dire. Euh, et je commencerai à mettre le contexte que moi, je dirais que le premier contact que j'ai eu par rapport au changement climatique, c'est vraiment fait tard dans ma vie, rendu à l'université. C'était pas quelque chose qui a été mis de l'avant dans ma vie, qui a été discuté dans mes cercles sociaux, dans mon cercle familial auparavant. Donc, ce contact-là est vraiment venu me toucher profondément, rendu à l'université. Et non seulement ça a été le partage des connaissances de mes enseignants par rapport aux enjeux climatiques qui est venu me toucher, mais c'est vraiment la lecture des livres, que ce soit des ouvrages universitaires ou autres, qui m'a ouvert les yeux sur les enjeux qu'on vivait. Et c'est vraiment là que j'ai été conscientisée, en fait. Et lire des livres, pour moi, c'est vraiment une approche qui m'aide à diminuer mon anxiété climatique. Je fais écho à ce que Jen a mentionné plus tôt. J'ai vécu beaucoup d'anxiété climatique dans les dernières années et une approche qui m'a aidée a été de sélectionner les médias auxquels je vais chercher mon information. Euh, Parce que mon impression dans les médias est que oui, on retrouve une forme de partage d'informations qui peut être neutre, objective, mais selon moi, il y a souvent une forme d'émotion reliée à ça. Et moi, en tant que grande hypersensible, qui ressent facilement les émotions des autres, je suis devenue facilement une éponge. Et donc, j'ai pris ces émotions-là qui ne me revenaient pas, en fait, puis c'est devenu très anxiogène, en fait.
Donc, c'est pour ça que moi, la lecture, me retrouver dans des livres, me fait beaucoup, beaucoup de bien, puisque je suis capable d'être dans ma propre bulle, puis de me couper des émotions qui ne me reviennent pas. Euh, Ceci étant dit, je voulais parler de manière concrète au niveau individuel, les réflexions que j'ai entamées dans les derniers mois par rapport au changement climatique. Moi, ce qui me revient dans le moment présent, c'est que je me questionne beaucoup sur ma consommation d'accessoires, de vêtements, tout ce qui touche à l'industrie de la mode, parce que maintenant, c'est documenté. L'industrie de la mode est responsable d'environ 10% des émissions de CO2 sur la planète. C'est plus que les secteurs de l'aviation et du transport maritime réunis. Donc, pour moi, d'avoir fait cette réalisation-là, grâce aux faits et aux données qu'on a maintenant, c'est vraiment venu ouvrir cette réflexion-là de mon côté, puis je suis là-dedans en ce moment. En toute transparence et vulnérabilité, en étant quelqu'un de très introverti, mais qui a aussi un aspect très créatif, ça m'a allé vers les vêtements, la mode, ça m'a permis de m'exprimer, d'exprimer ma personnalité, de m'extérioriser. Mais là, je suis en conflit de valeurs avec mes valeurs écologiques, avec mes valeurs de prévention de la pollution. Donc, en ce moment, j'essaie de naviguer ça avec bienveillance. Il y a aussi des livres qui en parlent de plus en plus. On ne voyait pas ce genre de livre-là il y a de ça quelques années. Maintenant, c'est présent de parler de l'impact de cette industrie, puis de comment on peut concilier, puis adopter des habitudes beaucoup plus éthiques, beaucoup plus éco-responsables, qui s'inscrivent plus dans la durabilité et non de la consommation superficielle. Donc, voilà, je voulais partager cette réflexion et ce cheminement que je traverse en ce moment, parce que je pense que c'est mon parcours individuel au niveau personnel, mais qui, selon moi, commencer avec des petits gestes comme ça peut nous mener loin. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, vous deux. Merci pour vos conseils et aussi pour l'honnêteté. Je crois que ça aide beaucoup d'entendre une perspective franche, une perspective honnête, particulièrement quand on parle des sujets comme l'anxiété climatique, qui est tellement personnel, mais aussi on voit que ça affecte plusieurs personnes. Alors, j'apprécie les conseils plus personnels et aussi les conseils un peu plus larges que vous avez fournis. Alors, merci beaucoup pour ça. Alors, ma troisième question est pour Vincent et c'est un peu long, alors sois patiente avec moi. Alors, quel conseil donneriez-vous aux employés qui doivent se tenir informés de l'actualité climatique et environnementale dans le cadre de leur travail, mais pour qui la consultation des diverses sources d'informations deviennent peut-être rapidement assez... ça devient d'anxiété face à l'abondance des mauvaises nouvelles à ce sujet. Alors, comment est-ce qu'on trouve un juste milieu et on garde l'espoir? Merci beaucoup pour cette question et aussi merci pour cette invitation. Je me présente, donc je suis un homme blanc issu d'une famille francophone à Calgary, ce qui est assez rare statistiquement. Origine québécoise d'un côté, ukrainienne de l'autre, mes pronoms sont il et lui. Et je suis en cravate bleue, chemise bleue, veste beige, printanière. Et puis, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et je veux saluer votre initiative d'organiser cette discussion en français parce que c'est très important qu'on fasse vivre qu'on crée des espaces de dialogue francophone à l'intérieur de la fonction publique. C'est d'ailleurs notre obligation collective sous la loi sur les langues officielles, mais c'est aussi une des plus grandes richesses de notre administration comparée aux autres administrations du monde. Alors, merci beaucoup de cette initiative. Avant de répondre à ces questions spécifiques, j'ai juste une remarque sur, quelque part, le défi de
de la génération qui commence sa carrière aujourd'hui. Moi, je pense un peu en termes de, des générations parce que j'ai commencé ma carrière dans l'administration il y a tard au dernier siècle. Je ne vais pas vous donner l'année précise, mais un autre contexte. Un autre contexte. Et je pense que chaque génération doit affronter des défis différents. Et puis, le défi de notre temps, pas le seul, mais un des plus grands défis, c'est de concilier la croissance démographique et la qualité de vie et les habitudes de consommation de plus de 8 milliards d'êtres humains maintenant sur la planète, avec ces attentes très élevées au niveau de la qualité de vie. Je pense ce terme de génération parce que j'ai eu la chance de servir comme diplomate. J'ai fait des postes à Berlin et à Paris. Et donc, j'ai beaucoup vu dans mes activités dans les commémorations, les cimetières avec beaucoup de Canadiens et cette génération de Canadiens pendant les Première et Deuxième Guerre mondiale qui ont tout donné, qui sont morts sur des champs de bataille et je me suis souvent posé la question comment ça pouvait être pour ces générations de vivre dans cette crise mondiale qui a coûté la vie de manière insensée à tellement de gens partout, mais de très nombreux Canadiens. Donc, chaque génération a un combat. Je pense que c'est évident que le développement durable, ce qui est aussi mon titre en fait, le développement durable de l'humanité dépend d'une transformation de notre façon de vivre vis-à-vis des ressources et aussi des manières de vivre ensemble, en fait. Et on a parlé des valeurs tout à l'heure, et les valeurs ont beaucoup évolué. Je me souviens quand j'étais jeune fonctionnaire, je suis albertain, j'avais un ami à l'Alberta qui me disait, c'était son père qui disait, ben, le prix du charbon a baissé, on va convertir des centrales de gaz en centrales de charbon. Et moi, ça me choquait un peu, mais ça, c'était pas si longtemps que ça, c'est les années 90, mais qu'on puisse tellement écarter la question de l'écologie. Et donc, je pense que les valeurs changent. Le contexte évolue, la situation mondiale évolue, la démographie, elle est ce qu'elle est, et je pense qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui que la nouvelle génération incarne qui fait en sorte que, moi, ça me donne confiance qu'on va trouver des moyens d'action, justement. On a beaucoup parlé d'action et c'est l'essentiel. Et donc, moi, j'ai confiance que nous allons vraiment affronter ces problèmes comme des générations antérieures ont aussi affronté d'immenses problèmes. Alors, pour répondre à la question spécifique, comment gérer ce flux d'informations sans être découragé? Je pense c'est aussi quelque chose de très différent. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, on ne parlait pas de santé mentale. C'était, on n'en parlait pas du tout. On voyait qu'il y avait des gens qui parfois, des situations très difficiles, mais on avait notre carapace et on devait soigner notre carapace et on ne parlait pas de ces enjeux. Alors, je pense déjà de mettre ces questions sur la table, c'est un très grand progrès. Et l'autre, donc ça, je salue. Je pense qu'on a tellement justement plus de conscience de la manière dont on consomme les nouvelles. L'autre chose, c'est la nature de l'information, les informations très négatives et très... et j'ai dû chercher le mot en anglais, la tradition française de doom scrolling, c'est défilement morbide. C'est aussi pas un concept qui existait quand j'ai commencé ma carrière. Alors, tout ça pour dire comment s'informer. J'ai beaucoup apprécié le commentaire d'Audrey sur la lecture. Et il faut savoir ce qui se passe autour de nous. On doit être très, c'est un peu comme ce qu'on mange, hein. Il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut faire attention à ce qu'on consomme intellectuellement. Et je pense qu'il faut rester informé. Euh, et il faut chercher des idées et il faut chercher de l'inspiration. Moi, j'ai lu un livre, justement. Et je vais aussi souligner peut-être, pas seulement dans les textes universitaires ou les chercheurs ou l'OCDE, mais aussi dans les arts. La musique peut être une source d'inspiration. Moi, j'ai amené mon équipe il y a 2 ans au Musée des Beaux-Arts pour une visite des expositions avec un conservateur qui nous a fait le lien avec le développement durable, qui est un thème très présent dans les arts. Et les artistes, c'est aussi des précurseurs du changement social. Et donc,
je pense que les arts, la littérature, la musique, évidemment, ce qu'on fait dans notre action personnelle, c'est aussi très important, mais Jen et d'autres, vous en avez parlé. Mais je dirais, regardez où vous pouvez trouver de l'inspiration. Et un exemple précis, donc, j'ai lu un livre c'est un livre français, c'est un auteur français qui s'appelle Gaspard Koenig, qui a écrit un livre qui s'appelle Humus. Et c'est un livre très intéressant parce que quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, j'ai vraiment compris en fait l'angoisse qui est différente de l'inquiétude de ma génération parce que c'est clair que la situation est assez grave. Mais et dans ce roman, donc, il y en a, c'est deux amis aux études dans une école d'ingénierie et l'un devient un capitaliste qui trouve des solutions très pratiques avec du compostage. C'est assez drame, il y a toutes sortes d'histoires intéressantes. Et l'autre devient un écoterroriste, essentiellement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au moins, il se concentre sur les moyens d'action. Et moi, ce que je nous dirais à tous, moi, ce qui me donne espoir, c'est que les progrès que nous avons faits et les progrès que nous allons faire, les, j'allais dire les fonctionnaires, c'est pas le bon mot, mais ceux qui servent l'intérêt public de multiples façons, les fonctionnaires, les politiques, les gens qui sont engagés dans leur milieu, euh, c'est eux qui vont amener ce progrès. Et ça, c'est nous. Alors moi, ça me donne beaucoup espoir. Moi, je pense aux petites choses que j'ai faites dans ma carrière pour avancer ces discussions. Et je sens que j'ai apporté une petite contribution. Et je pense que votre génération, parce que vous êtes mobilisés sur ces questions, je pense que vous pouvez vraiment apporter un impact, apporter des contributions et vraiment apporter des changements qu'il nous faut. Le Canada est un petit joueur dans dans ce grand enjeu planétaire. Mais on a déjà montré dans l'histoire qu'on peut avoir un impact qui va bien au-delà de notre population. Alors, moi, je dirais, euh, pour résumer, soyez conscient de l'impact que vos actions, et pas seulement, ça ne fait pas une petite action, ça peut être des actions tout au long d'une carrière, d'une vie. Soyez conscient que vous pouvez avoir un impact au cours de votre vie améliorer cette situation. Soyons conscients aussi qu'on a fait des grands progrès. Il y a la courbe, ce que j'ai appelé la courbe de Jen, parce que Jen Colette a tellement de travail sur la réduction des gaz à effet de serre. Cette courbe, elle est encourageante quand même. La courbe, elle fait un peu comme ça, là, la trajectoire des gaz à effet de serre du Canada depuis 90. Cette courbe, elle est en train de redescendre. Malgré une grande augmentation de la population, malgré une grande augmentation considérable de notre production économique, la courbe, elle baisse et les gens sont plus conscients, les gens intègrent cette considération, pas suffisamment, et le progrès n'est pas assez linéaire, le progrès n'est pas linéaire, et là, il y a des contrevents. Mais s'il y a un message que je peux vous laisser, c'est aller chercher l'inspiration qui va vous motiver pour apporter votre contribution et ne sous-estimez pas la contribution que vous pouvez amener comme fonctionnaire aux solutions qui vont nous permettre d'atteindre un développement vraiment durable. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Vincent. Merci pour votre réponse aussi tellement détaillée. Et c'est un bon chemin pour notre prochaine question, en fait. Et je vais tourner vers Zach et Audrey encore pour cette question. C'était notre question finale avant de passer à la période de questions et réponses. Alors, Zach et Audrey, quel outil et expérience vous aiderait à influencer la trajectoire climatique du Canada tout au long de votre carrière? Et comment vous préparez aujourd'hui pour apporter votre pierre à l'édifice de la durabilité? Est-ce que ça va, Zach, si je me lance? Parfait. Et je tiens à faire mon meilleur culpa. J'ai oublié de me décrire au tout début, donc je vais le faire à l'instant. Mon nom est Audrey Camonfour-Jobin. Mes pronoms sont elle et la. Je suis d'origine française et des Premières Nations. J'ai la peau blanche, j'ai les cheveux bruns ambrés, on pourrait dire un peu orangés, et je porte des lunettes et un pull tricoté avec des symboles qui est multicolore. Donc, ceci étant dit,
Merci énormément, Priya, pour la question. Je dois avouer que c'est la question qui m'a donné du fil à retordre pour aujourd'hui. Je me disais, est-ce que en tant que jeune professionnelle, je devrais déjà avoir une idée ou un plan précis de comment influencer la trajectoire climatique tout au long de ma carrière, ne sachant pas tout ce que ma carrière me réserve encore, ou disons de déjà avoir une idée des outils sur comment y arriver. Donc, j'ai décortiqué le tout, je me suis recentrée à moi-même, puis au final, je suis partie de tout ce que tu peux faire, Audrey, c'est de faire de ton mieux et qu'en vivant une vie plus équilibrée, plus alignée avec mes valeurs, ça va se refléter ensuite tant dans ma vie personnelle que professionnelle. Lorsque je pense à ma carrière, puis à la considération des changements climatiques, je pense que pour moi, ça fait écho à l'alignement que je ressens envers le mandat de l'organisation pour laquelle je travaille. Dans le passé, j'ai déjà essayé d'autres milieux de travail. Puis quand il n'y avait pas cette possibilité de connecter avec les valeurs et le mandat, les objectifs de l'organisation, ça devenait beaucoup plus difficile pour moi de me connecter puis de pouvoir m'épanouir dans ce travail, inversement de contribuer à l'atteinte des objectifs de l'organisation. Encore une fois, je tiens à rappeler que c'est mon expérience personnelle, que celle des autres peut être différente, mais c'est quelque chose qui a été présent à date dans ma carrière, d'où le choix d'être ici dans ce ministère qui me tient beaucoup à cœur. Par contre, je tiens aussi à mentionner que c'est pas tout beau, tout rose. Je me suis grandement questionnée et je me questionne encore d'ailleurs parfois, c'est quoi la valeur et l'impact que je peux avoir en tant qu'analyste des politiques au sein du gouvernement fédéral, au sein de cette grande famille à travers le pays. Et je pense que ça touche un peu à ce que Vincent vient de mentionner. Et ce qui m'aide dans ces questionnements-là, quand je me mets à douter ou quand je me mets à perdre de vue mon impact, la valeur ajoutée que je peux amener, bien, c'est là que je me dis pourquoi pas aller à la rencontre des gens, comme ce qu'on fait aujourd'hui pour dialoguer. Puis aussi entendre des perspectives différentes des miennes, parce qu'après, ça m'aide énormément à ramener ce que j'ai entendu dans mon propre chemin de vie, puis d'évoluer après ça dans mon travail, puis d'amener plus d'inclusion, de la bienveillance. Et c'est aussi parfois rassurant. Quand je vis de l'inquiétude, c'est une approche qui me permet de me rassurer, en fait. De me dire que je ne suis pas toute seule à avoir des questionnements, même si ce ne sont pas nécessairement les mêmes, mais on peut ensuite en discuter ensemble. Donc, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Et là, ça touche vraiment à ce que Vincent vient de dire. Et je touche à la question initiale. C'est l'une des expériences qui m'aiderait à naviguer le travail qu'on mène dans le ministère pour influencer la trajectoire climatique, ben, c'est justement d'avoir accès au partage de d'autres personnes qui servent les Canadiens sur leur perception du travail qu'on fait, du rôle qui se donne au niveau de quelle est ma place dans ce monde en tant que fonctionnaire. Donc, moi, ça vient vraiment me chercher parce que quand je suis rentrée dans la fonction publique, ça a été très difficile de trouver ma place au début. Je crois que je n'étais pas bien préparée à la réalité du marché du travail. Là. La transition études au marché du travail a été plus rocambolesque que je ne le pensais. Puis, c'est vraiment quand j'ai commencé à avoir ces discussions-là ouvertes avec mes supérieurs, quand il y a une relation de confiance qui a commencé à s'établir, que c'est venu m'aider à trouver, à définir mon rôle dans la fonction publique. À ce moment-là, j'étais en gestion de programme,
Mais moi, j'arrivais dans une mentalité, je suis une subject matter expert, mais c'était pas du tout ça, là. Il y avait vraiment une grande déconnexion. Puis là, j'ai fini par comprendre que mon rôle, c'était de soutenir les individus puis les communautés impactées par ce qu'on vit sur le terrain, que ce soit de la pollution ou les impacts des changements climatiques. Puis dès que j'ai pu mettre des mots là-dessus, ça m'a beaucoup aidé à être confortable dans ce que j'avais à faire au niveau de mon travail, puis de m'aligner avec mes propres valeurs. Donc, je tiens vraiment à remercier le partage de Vincent, en fait, parce que ça vient toucher exactement ça. Moi, d'entendre justement quelqu'un d'autre dire on peut avoir un réel impact, puis on peut servir le progrès. Moi, ça vient de m'inspirer à un autre niveau, là. Maintenant, surtout que je suis dans les développements des politiques, ça vient vraiment de m'inspirer. Ça vient mettre des mots sur des choses que juste moi, j'ai de la misère à définir. Donc, je vous remercie beaucoup pour ça et je passe la parole maintenant à Zach. Merci beaucoup, Audrey. Je dirais que je ferai écho à ton commentaire. Puis, en fait, il y a plusieurs éléments de ma réponse là, que j'avais préparés qui résonnent énormément avec ce que tu viens d'aborder, puis avec ce que Vincent aussi a mentionné. Euh, je pense que pour moi, dans le contexte de ma carrière, ce qui est puis ce qui va rester important, c'est comment et à quelle fréquence je reste informé et à l'affût des développements des enjeux environnementaux, des enjeux climatiques. Parce que c'est des problèmes et des solutions euh, qui, euh, qui évoluent extrêmement rapidement et dont l'évolution s'accélère aussi. Ou en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. Euh, il y a des solutions ou des constats environnementaux qu'on a aujourd'hui et qui dominent le discours de la durabilité qui n'était pas du tout dans le discours public il y a 10, même 5 ans de cela, parce qu'on vit à l'intersection de changements de nombreux paradigmes, qui soient environnementaux, qui soient sociaux, qui soient géopolitiques. Puis tout ça s'entrechoque un peu, puis c'est important de euh, rester à l'affût de ces changements-là pour bien comprendre comment s'y adapter, comment y réagir. J'ai fini mes études universitaires il y a environ 5-6 ans et j'ai étudié dans le domaine environnemental. J'ai fait ma maîtrise en environnement et développement durable. Et il y a des enjeux qui n'étaient pas abordés durant mon parcours universitaire qui sont maintenant au, en plein centre, là, sous les projecteurs des intérêts politiques, socio-économiques en lien avec les enjeux de développement durable. Et donc, le paradigme a d'autant plus changé que quand ces concepts-là émergeaient dans les années 80. Donc, je pense que c'est encore plus important aujourd'hui de rester à l'affût, de bien choisir ses sources d'information et d'être prêt à se faire challenger dans nos visions et de rester flexible, ouvert, puis d'être prêt à s'adapter là, dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit dans la façon dont on effectue notre travail, mais aussi dans la façon dont on vit notre vie et les comportements qu'on adopte pour qu'ils soient en adéquation avec nos valeurs et nos principes environnementaux. Et à l'échelle un peu plus personnelle aussi, je dirais que, comme tu faisais mention, Audrey, c'est qu'il y a quand même un certain souci de ma part de trouver ma place dans la fonction publique, trouver ma place en tant que jeune professionnel. Euh, j'ai eu plusieurs rôles en quelques années de carrière seulement déjà, et à chacune des opportunités que j'ai eues, ça m'a permis de mieux comprendre qui j'étais, mieux comprendre comment mon impact au sein de la fonction publique pouvait ou ne pas être satisfaisante selon mes propres standards. Euh, et, euh, et ça peut vouloir dire aussi de réaliser que Environnement Canada, c'est peut-être pas le lieu pour moi ou pour un fonctionnaire ou qu'un autre ministère serait peut-être mieux adapté pour où je crois avoir un impact, ou même à l'extérieur de la fonction publique en tout et partout. C'est vraiment une question hyper personnelle, c'est un cheminement qui reste hyper personnel et où chaque individu doit un peu trouver la façon dont son travail rend les actions significatives au quotidien. Euh, et il faut savoir trouver comment et ce qui nous motive, puis la raison pour laquelle on croit dans le travail qu'on fait, puis dans les résultats qu'on va mener à terme là, à travers nos actions professionnelles.
Euh, donc, moi, je pense que c'est une question qui reste en évolution dans ma propre tête. J'ai pas une réponse définitive, mais c'est un peu comme le processus itératif dans lequel je vis présentement. Et je ferai écho là, aussi là, à ce que tu disais, Audrey, de l'opportunité d'avoir justement ces forums-ci en français pour pouvoir échanger là, sur ces enjeux-là avec différentes perspectives. Mais je pense que je réalise qu'on a tous un peu le ma- on a tous le même désir, pas nécessairement le même cheminement pour se rendre ou pour accomplir ce désir-là, mais je pense que c'est ce qui rend la discussion d'autant plus pertinente. Donc, merci encore beaucoup pour l'opportunité de répondre. Merci, merci. Oui, je trouve beaucoup de similarités avec vos pensées aussi, les mêmes, les miennes, comme aussi une professionnelle assez jeune. Alors, j'apprécie beaucoup votre perspective sur cette question-là. Et j'agrée complètement, je suis complètement d'accord avec vous, Zach. On n'est pas dans une position comme des jeunes professionnels d'avoir une idée complète sur comment on pourrait influencer la trajectoire, mais au moins on a quelques idées pour maintenant. Mais j'ai hâte d'entendre peut-être dans 5 années quelles expériences et outils vous aurez découvert à ce point-là. Alors peut-être on aura une discussion dans 5 années, la même discussion, même genre, mais dans 5 années, ça serait intéressant. Mais maintenant, nous allons passer aux questions de l'auditoire. Alors, une période de questions et réponses. Et vous pouvez poser vos questions avec la fonction Q&A dans le clavardage. Alors, juste en bas de votre écran Zoom, il y aura Q&A en bas, puis vous pouvez poser vos questions là. Et encore, vous pouvez également voter pour les questions que vous aimez en utilisant le bouton d'un pouce vers le haut. Alors, je poserai la question et n'importe quel panéliste, vous pouvez répondre et puis les autres panélistes pourront intervenir également après. Je vais laisser la parole à la personne qui veut parler. Et tous les ressources mentionnées seront partagées sur la page wiki après l'événement. Donc, notre première question, c'est, et je crois peut-être ça c'est plutôt pour les jeunes professionnels, comment les cadres supérieurs des gestionnaires jusqu'aux ministres même peuvent-ils soutenir leur personnel dans leurs émissions climatiques? Alors, je peux peut-être essayer à commencer une réponse parce que ce n'est pas nécessairement complètement évident, mais créer et promouvoir des espaces comme celle-ci d'aujourd'hui pour être capable de valider les émotions que les gens ont, mais également non seulement les valider, mais de faire le partage des outils, de créer un sens de communauté et de reconnaître les diverses façons dont on peut gérer ses émotions. Alors, c'est non seulement pour quelques gens, ça va être d'être capable de discuter, de dialoguer, mais pour d'autres, ils vont vouloir exprimer ou traiter leurs émotions avec l'art, avec la défense des droits, de faire une activité en équipe comme le bénévolat, avoir des séances d'éducation, suggérer ou aider nos collègues d'adopter une mode de vie durable. Je sais qu'ici, au sein du ministère, on a, bon, clothing swap en français, un échange de vêtements, choses comme ça, pour aider aux employés de vivre leurs valeurs. Je pense qu'il y a différentes sphères d'influence qu'on peut créer l'espace pour que les gens puissent s'exprimer ou se appuyer pour traiter aux émotions et vraiment, premièrement, de valider que c'est réel, que c'est normal, c'est une réponse saine. Et il y a certainement beaucoup de choses où c'est à l'extérieur de notre contrôle.
on a un sentiment qu'on ne peut rien faire, mais en fin de compte, il y a une façon de s'appuyer entre nous. Salut, Michael. Merci, Jen. Et salut, Michael. Y a-t-il des autres réponses à cette question? Merci pour commencer notre discussion de questions-réponses, Jen. Non, c'est tout dit? OK, parfait. Je vais continuer la prochaine. Alors, en prochain, on a une question. Et peut-être ça, c'est vraiment pour les jeunes professionnels dans les panélistes aujourd'hui. Alors, cette question, c'est comment les jeunes employés peuvent-ils exprimer leurs émotions climatiques et prendre des mesures pour lutter contre le changement climatique tout en restant fidèles à leur fonction publique? Il n'est parfois pas possible de rester neutre. C'est une question difficile, peut-être. Je peux parler d'une expérience personnelle si ça va. Zach, je peux Oui. t'offrir la parole par la suite si ça te convient. De mon côté, je pense que tout est une question d'approche au niveau communicationnel dans le milieu de travail. De manière bien transparente, dans les dernières semaines, j'ai ressenti euh, que mon anxiété climatique était un petit peu plus présente. Je pense aussi que, comme Zach l'a bien mentionné, on voit vraiment l'intersection d'enjeux géopolitiques, des enjeux climatiques, puis à un moment donné, parfois, c'est difficile de tracer la ligne entre tout ça. Et j'ai ressenti cet impact-là dans les dernières semaines et euh, j'ai pris le temps de m'asseoir avec mon supérieur hiérarchique, de lui demander pendant une réunion bilatérale si la personne était à l'aise que j'ouvre la discussion sur un enjeu que je traversais pour être sûre que la personne était confortable, puis ensuite d'amener le sujet tranquillement, puisque je savais très bien que dans le cadre de mon travail, il est important de rester informé, mais j'avais également besoin de prendre un petit pas de recul sur toute l'information qui était circulée. Donc, ça a été une discussion très, très dans le respect, dans le non-jugement, dans l'ouverture des perspectives différentes. Puis ça a permis justement de clarifier en fait les limites de chacun, puis de mettre de l'avant des options, en fait, des solutions pour tout de même persévérer et continuer à faire le travail. Donc, c'est quelque chose que je n'avais pas fait encore. C'était la première fois que j'abordais ce sujet-là. Donc, c'est ça, moi, ma perspective est que je crois que c'est faisable de s'exprimer à ce sujet. Encore une fois, c'est une question d'approche, de s'assurer que l'autre est confortable, puis de pouvoir en discuter d'être humain à être humain, puis d'égal à égal à ce moment-là. Merci. Je rebondirais peut-être rapidement sur le point que Audrey faisait sur l'angle communicationnel, donc la façon dont l'information est exprimée. Je pense qu'en tant que fonctionnaire, on a un devoir oui, d'impartialité, disons idéologique et ou politique, mais on a aussi un bagage de valeurs à respecter et à promouvoir au sein de notre travail. Puis je veux dire, tant que le travail, la façon qu'on l'effectue, les conseils qu'on donne, la recherche qu'on fait est fait avec intégrité, avec honnêteté, puis avec le sens que on veut servir les intérêts du Canada, de tous les Canadiens. Je pense que c'est possible d'avoir un sentiment de devoir accompli dans ce contexte-là et de prendre des informations ou des constats qui peuvent être politisés par certaines sources, mais de les rendre apolitiques et de les transmettre en tant qu'information, que conseil politique
aussi impartial que possible. Et ça n'empêche pas non plus, en tant que fonctionnaire, d'œuvrer dans nos propres sphères privées et d'avoir nos propres canaux pour influencer d'autres, disons, d'autres milieux ou avoir des discussions qui sont peut-être plus partisanes à l'extérieur de notre travail. Puis je pense que c'est quand même possible et faisable de séparer les deux de tout ça de façon respectueuse puis intègre. Je vais m'arrêter là. Merci, Zach et Audrey. Vincent, je vois que votre main est levée. Allez-y. Oui, ben, je pense que c'est une excellente question pour des fonctionnaires, en fait. Et j'ai aussi apprécié ce que disait Audrey il y a quelques minutes sur l'alignement de ses valeurs personnelles avec les valeurs de l'organisation où on travaille. Et je pense que c'est pas seulement dans la fonction publique où c'est important. Je pense que n'importe qui doit être à l'aise, qu'on soit dans le milieu hospitalier, dans le secteur privé, je ne sais pas, dans une industrie particulière. Il faut qu'on soit bien avec le métier qu'on fait, avec le travail quotidien. Et si c'est pas le cas, c'est sûr qu'il y a un risque. Il y a un risque d'être malheureux dans la vie si on est si on est dans un contexte, on travaille tous les jours sur quelque chose auquel on ne croit pas. La différence avec les fonctionnaires, évidemment, c'est que nous avons évidemment, on devient fonctionnaire en général parce qu'on veut contribuer au progrès de notre pays. Euh, En même temps, la valeur cardinale une des valeurs cardinales, c'est la valeur de la démocratie et le fait nous sommes là pour conseiller des gouvernements élus qui ont peut-être des opinions différentes des nôtres. Et donc, on doit toujours s'engager dans ce contexte où nous sommes c'est pas quand on est fonctionnaire, on n'est pas une petite entreprise dont on est le PDG. On fait partie d'une grande organisation et nous apportons notre pierre, comme on dit dans la question, à quelque chose de beaucoup plus grand. Et donc, ça peut être difficile de rester neutre, mais en fait, la neutralité ou le conseil impartial est quand même est au centre de notre univers, de notre écosystème de valeurs. Alors ça, c'est un défi. Moi, je peux dire que dans les décennies de carrière que j'ai faites avec différents gouvernements, j'ai jamais eu de, je veux dire, je ne suis pas d'accord avec tout. On est des êtres humains avec des opinions et avec des émotions. Et on ne va pas forcément être d'accord avec tout ce que fait un gouvernement, mais je pense que euh, il faut être sûr qu'on est on travaille dans un milieu, on travaille sur des choses qui sont conformes globalement. Il faut accepter aussi qu'on va pas, c'est pas nous qui prenons la décision finale. Merci beaucoup. Donc, notre prochaine question. Au sein d'une organisation dont le mandat n'est pas directement lié au changement climatique, alors, telle qu'une organisation qui n'est pas ECCC, par exemple. Alors, je vais peut-être essayer à répondre. Même si votre ministère ne traite pas avec les changements climatiques à tous les jours, nous avons, je crois, tous des réseaux de santé mentale et vraiment, l'éco-anxiété, c'est quelque chose qui nous touche tous et toutes. Et je pense dans ce contexte-là, nous avons tous l'occasion de commencer à aborder ce sujet, même si ça ne fait pas partie de notre travail direct. L'autre chose que je mentionnerai, c'est que on voit vraiment que le changement climatique, euh, ça touche à tout. C'est tous les aspects de notre économie, tous nos aspects de la vie sociale. Alors, il y a une façon d'intégrer les considérations de changement climatique dans tout notre travail.
même si on ne pense pas nécessairement que c'est immédiatement direct ou visible, il y a des considérations écologiques dans toutes nos activités et on a l'occasion d'introduire ces considérations-là. Je vous donne un exemple. L'autre jour, on pensait un petit peu ou on jasait un petit peu de l'émergence de l'intelligence artificielle. Alors, intelligence artificielle, très intéressant. Ça commence à déborder toutes les questions, comment est-ce qu'on va l'utiliser. Mais même à ça, on peut se poser la question, comment est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider à aborder les enjeux de changement climatique? Quels sont les impacts de l'usage de l'intelligence artificielle et toutes bon, computing power, désolé, toute l'électricité, tout qui a lieu avec les outils dont on a besoin, les ressources qu'on a besoin pour appuyer l'intelligence artificielle. Quelle sorte d'impact climatique est-ce que ces outils vont avoir? Est-ce qu'on a pris ça en considération dans le monde futur que nous voulions avoir? Alors, moi, je dirais que il y a beaucoup, beaucoup d'occasions d'introduire les sujets dans diverses discussions. Ça nous tombe d'être peut-être un petit peu créatif pour trouver la façon de créer l'espace pour ce faire. Merci, Priya. Merci beaucoup, Jen. Je veux aussi noter que dans le Q&A, il y a une question qui était déjà que vous avez déjà répondu. Alors, merci, Jen. C'était une question sur l'art. Alors, ça dit, plusieurs panélistes ont mentionné l'art, la musique et la lecture comme des ressources qui vous aident avec vos émotions climatiques. Alors, aviez-vous des exemples à partager avec nous? Alors, je vois que Jen, vous avez mis quelques ressources comme réponse écrite, mais je vais peut-être juste poser la question à tous nos panélistes juste au cas où vous avez une recommandation. Peut-être, Audrey, vous avez un livre à recommander. Oui, bien sûr. Je crois que j'ai fait référence à un ou deux livres. Ça me fera plaisir de mettre les références dans le clavardage, vraiment. Je dois aussi dire, c'est quelque chose que j'explore depuis quelques mois. C'est assez récent, mais j'essaie de me connecter plus à l'art visuel, tout ce qui est peintre. J'habite dans la grande région de Montréal. Il y a plusieurs musées. C'est quelque chose que j'explore en ce moment. Je suis vraiment en mode essai-erreur, mais je trouve ça vraiment magnifique. Je suis également allée à la Galerie d'art national à Ottawa récemment. Beaucoup d'art autochtone de partout au Canada. Ça m'a réellement inspirée. Ça m'a donné comme l'effet de me reconnecter aux sources. Puis, je continue sur cette voie-là. Donc, ce serait de dire, de faire des essais, des erreurs, voir ce qui fonctionne. Pour moi, c'est ce que j'essaie en ce moment. Parfait, merci. Et, OK, je crois que c'est la fin. On a une autre question dans le clavardage B, mais franchement, je crois qu'on a déjà abordé ce sujet de que diriez-vous aux jeunes employés qui veulent faire une différence? Je crois qu'avec toutes nos autres questions, on a déjà offert une réponse à cette idée-là. Alors, je vais passer maintenant on veut souligner un peu quelques ressources qui sont disponibles. Mais avant ça, merci beaucoup à nos panélistes pour partager leur temps et leur connaissances avec nous. J'en ai appris beaucoup aujourd'hui et c'est très, très apprécié votre présence aujourd'hui. Alors, merci encore. Mille merci. Alors, on continue maintenant à nos diapositives encore. Alors,
prochaine, la littératie climatique à ECCC. Alors, nous voulons souligner plusieurs ressources qui sont disponibles. Alors, en premier, on a une série de cours sur la littératie climatique que notre équipe a élaboré à ECCC, mais ils sont accessibles à tous les fonctionnaires par l'École de la fonction publique à Canada. Alors, vous allez avoir accès à tout ça après quand on poste les présentations sur le wiki. Les autres ressources qu'on a, ainsi que d'autres ressources comme la Commission de la santé mentale du Canada, de la lecture et aussi une fiche de conseil que nous vous encourageons tous à explorer. Et voilà aussi un autre exemple de l'art qui pourrait aider sur Nostalgia. C'est un zine, alors un petit magazine, un petit livre écrit et généralement c'est aussi un projet d'art. Et c'est aussi un exemple de comment vous pouvez utiliser vos émotions et l'énergie et peut-être explorer une façon de s'engager avec vos émotions et aussi avec l'art. OK, prochaine. Je passe la parole à Mérita encore. Merci beaucoup, Priya, et merci pour être modératrice pour notre discussion aujourd'hui. Alors, en tant que réseau, nous espérons que ce n'est que la première d'une longue série de conversations sur les émotions climatiques dans la fonction publique. Nous proposons donc une vision pour les soins climatiques dans la famille fédérale où les émotions des employés en matière de climat sont un moyen productif d'harmoniser les efforts au travail et dans nos collectivités pour lutter contre les changements climatiques, tout en renforçant la résilience et l'espoir. Alors, pour contribuer à faire avancer cette vision, nous lançons aujourd'hui une communauté de pratique interministérielle qui se réunira quelques fois par année avec des membres des réseaux des jeunes et d'autres parties intéressées pour discuter et partager des ressources. Nous espérons que cela créera un lieu pour partager des ressources, des expériences, inviter des conférenciers, organiser des activités interactives et mettre en œuvre cette vision pour la protection du climat avec votre aide. Alors, donc, si vous êtes intéressé par d'autres discussions sur les émotions climatiques, vous pouvez vous inscrire à la communauté interministérielle de pratique sur l'anxiété liée au climat en utilisant le lien dans le clavardage. Et nous vous encourageons également à parler des émotions climatiques avec vos collègues, amis et familles, à prendre des pauses face à l'urgence de la situation et bien sûr à agir quand vous le pouvez. Si vous êtes un employé ou une employée de ECCC et que vous êtes intéressé, nous vous encourageons à rejoindre notre réseau ou notre comité exécutif. Et vous pouvez nous joindre par courriel qui est inclus dans le clavardage ou sur notre canal de Teams. Alors, pour conclure aujourd'hui, nous aimerions céder la parole à Michael Bonser, notre champion des jeunes ici à ECCC et le sous-ministre adjoint délégué de la Direction générale de la politique stratégique et des affaires internationales. Alors, Michael, merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui et la parole est à vous. Merci beaucoup, Mérité, et bonjour tout le monde. C'est un vrai plaisir d'être ici aujourd'hui, de parler de ce sujet. Principalement, je travaille dans un milieu international et je vais cibler sur mes sentiments dans ce contexte, dans ma présentation aujourd'hui. Et je pense que mon approche aujourd'hui est de démontrer l'importance de valider, comme Jen a dit, d'exprimer vos émotions et vos sentiments et aussi de gérer les émotions dans notre travail quotidien. Dans le domaine de la politique climatique internationale, la gestion des émotions liées au changement climatique peut s'avérer difficile pour plusieurs raisons. Comme vous le savez, la science est vraiment claire.
Les réductions rapides et sans précédent des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont nécessaires d'ici à 2030 pour maintenir les objectifs de l'accord de Paris en vie. Mais cette réalité contraste souvent avec le processus international où il peut être difficile de parvenir à un consensus et de renforcer les ambitions, notamment en raison d'autres facteurs tels que l'évolution constante du contexte géopolitique mondial et les défis posés à l'ordre international fondé sur des règles. Les défis liés au maintien de la confiance entre les pays, en particulier en ce qui concerne le partage d'échanges. Il peut être facile de perdre de vue l'importance des efforts individuels, qu'il s'agisse d'un individu, d'une communauté ou d'un pays. Et la reconnaissance de l'accélération des catastrophes liées au climat et de l'urgence d'obtenir des résultats alors que les efforts mondiaux en matière de climat ne donnent pas des résultats immédiats. L'interaction de ces facteurs peut être source de frustration pour moi, pour mon équipe, pour ceux qui travaillent en première ligne sur ces questions. Mais nos efforts continus sont essentiels pour maintenir le dynamique en faveur de l'action climatique. Il est essentiel comme employé de ce ministère, comme fonctionnaire, il est essentiel de gérer les émotions, comme d'autres a dit aussi. Mais c'est aussi vraiment nécessaire d'exprimer vos émotions, vos sentiments, de parler à vos expériences, de parler à vos sentiments, à votre patron, à vos collègues aussi. Et c'est important, c'est une façon de valider tout ce que vous faire face chaque jour dans votre poste. Donc, mais vraiment, il est essentiel de gérer les émotions, non seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau communautaire et national pour obtenir les résultats. Les émotions nous poussent à agir. Et ça, c'est vraiment important. Il est important de rester informé, de comprendre les faits et les possibilités et les défis dans ce dossier. Nous devons être proactifs, trouver des moyens de canaliser nos émotions vers une dynamique positive. Et je sais que ça, c'est vraiment facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Sur le lieu de travail, dans la fonction publique, bien sûr, mais aussi dans de nombreux autres espaces au sein de nos communautés et de nos groupes de pairs. L'action climatique peut offrir des opportunités sociales et économiques aux Canadiens et à nos partenariats internationaux, y compris certains des pays et des communautés les plus vulnérables. Il est temps de repenser en profondeur les modèles de développement, par exemple, en reconnaissant le rôle important des communautés et des administrations locales dans une adaptation efficace. Un mouvement croissant en faveur d'une réforme des institutions financières essentielles pour financer la transition verte. Et finalement, des nouvelles opportunités économiques à l'étranger pour les entreprises canadiennes fondées sur de nouveaux besoins et des nouvelles compétences. Donc, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. La conversation a été très, très importante, très utile pour moi dans mon poste actuel. Et merci beaucoup à tout le monde pour prendre le temps aujourd'hui. Parfait. Merci beaucoup, Michael, d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer aujourd'hui pour partager vos points de vue sur les émotions climatiques dans la fonction publique. On apprécie votre temps beaucoup. Alors, cela nous amène à la fin de notre événement du Jour de la Terre 2025. Nous avons un sondage rapide qui prendra moins de 5 minutes à remplir. On va mettre le lien dans le clavardage et il sera distribué à ceux qui se sont inscrits après l'événement.
Alors, merci encore pour votre présence aujourd'hui. Nous remercions nos panélistes d'avoir partagé leurs expériences personnelles sur la façon dont ils gèrent leurs émotions climatiques. Merci beaucoup. Une fois de plus, les ressources seront disponibles sur la page de Wiki du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux et l'enregistrement de cet événement sera disponible sur la chaîne YouTube du réseau bientôt. Alors, bon après-midi tout le monde ou matin et nous vous souhaitons un jour de la Terre très vert. Merci beaucoup. Merci tout le monde.